Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour vous restituer digitalement les résultats de l'étude Steady et Harris Interactive sur les attentes et la satisfaction sur le marché du conseil en ingénierie. C'est une étude complètement unique, tant dans sa forme que dans son fond, qui a été conduite à la sortie du confinement, ça c'est intéressant, auprès de 200 consultants et 350 dirigeants d'entreprise qui révèlent des résultats très riches d'enseignements, notamment dans un monde en profonde mutation. Et pour ce faire, j'accueille aujourd'hui, je suis ravi de le faire, Lionel Reversa. Bonjour. Vous êtes patron du pôle ingénierie au sein du groupe Gorgé, du groupe industriel Gorgé. Vous êtes président de Ceres Technologies, qui est un groupe d'ingénierie de conseil dans la maîtrise des risques, dans le nucléaire, dans la pétrochimie, dans l'industrie. Et vous êtes également le patron de Steady, une nouvelle société lancée dans ce marché de l'ingénierie, qui digitalise le marché, qui réinvente les codes de ce marché et qui va répondre mieux aux attentes des consultants et des entreprises. J'accueille également, et je suis ravi de le faire également, Fabrice. Fabrice, vous êtes le responsable de cette étude, c'est vous qui avez conduit l'étude. Vous faites partie du pôle corporate d'Harris Interactive. Ce pôle corporate, bien connu, de cette agence bien connue, Institut de marketing et de sondage, d'opinion, spécialisé dans toutes ces études d'entreprise. Et c'est là où votre œil va être intéressant parce que vous maîtrisez l'ensemble de ces aspects. Lionel, on commence par vous. Pourquoi avoir commandité cette étude? Qu'est-ce que vous vouliez apprendre de cette étude? Déjà, on est sur un marché qui est assez important, plusieurs centaines de millions d'euros, voire un milliard d'euros, et il n'y a pas d'information. Donc ce qu'on a voulu, c'est avoir une étude du marché, une vision un peu plus claire du marché et aller au-delà des indicateurs et des signaux faibles qu'on peut constater sur le marché. Donc on a quand même quelques signaux faibles, notamment le turnover qui peut, dans certains grands groupes d'ingénierie, avoisiner les 50%, même s'ils affichent des taux de 30 à 40%. C'est quand même un sujet important. On a aussi, quelquefois, à la lecture de réseaux sociaux, les sentiments mitigés des ingénieurs qui sont exprimés. Ils ont ce sentiment d'interchangeabilité, d'utilité relative. Donc il y a une forme de souffrance qui se met en place. Ça, c'est le constat actuel sur le marché. Et puis, il y a l'avènement en fait, de nouvelles générations, les générations Y et Z. Alors elles vont tout transformer. Elles ont une vision profondément disruptive en lien avec les évolutions sociétales qu'elles vont accompagner. Et donc, nous, on sait qu'elles vont changer la donne et on voulait voir quels étaient les impacts avec ces nouvelles générations. Donc l'idée en fait, de cette étude, c'était d'avoir une vision un peu clair de la situation, mettre un petit peu de transparence dans ce marché qui n'est pas très facile, très lisible. Et donc, c'est le premier acte de Steady, c'est un acte de transparence sur un marché qui est peut-être un petit peu moins clair et transparent. Fabrice, c'est une étude qui est très inédite. Quelle est la méthodologie que vous avez utilisée pour cette étude? Alors, je confirme le caractère inédit qu'évoquait Lionel précédemment. En effet, il existe peu d'études, voire aucune étude à ma connaissance sur le sujet. Donc c'était une première, on va dire, et on était ravis de la conduire parce que nous, dans les instituts d'études, on est par nature très curieux. Deuxième raison, c'est que de son caractère inédit, c'est qu'elle s'adressait à un public extrêmement ciblé, extrêmement précis et surtout qualifié. Et finalement, aucun dispositif, à ma connaissance, n'est conduit auprès du public, dispositif qui leur était complètement dédié. Côté consultant, nous avons interrogé des consultants profil ingénieurs en ingénierie et en IT qui travaillent dans des sociétés de consulting ou qui ont travaillé par le passé, parce que ça nous intéressait aussi de voir ceux qui ont quitté le milieu et de voir en termes de trajectoire ce que ça donnait. Côté entreprise, nous avons interrogé des décideurs qui participent au process de sélection et de recrutement des consultants et des sociétés en consulting. Donc oui, une étude inédite à double titre. Donc le premier point que vous avez étudié, c'est la satisfaction. Est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes? Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes, je n'irai pas jusqu'à dire cela. Quand on regarde du premier abord la satisfaction du côté des entreprises, qu'est-ce que l'on constate? C'est que oui, la satisfaction elle est majoritaire. 90% des décideurs que nous avons interrogés déclarent être globalement satisfaits des sociétés de conseil avec lesquelles ils sont susceptibles de travailler.
En revanche, quand on regarde en termes d'intensité, puisque c'est souvent ça qui nous intéresse, nous les sondeurs, le côté très satisfait, on voit qu'ils sont seulement 17% à se déclarer très satisfaits. Donc c'est une proportion qui est assez peu élevée, relativement molle. Par norme, on a tendance à considérer que c'est à partir de 30% de très satisfaits qu'on rentre dans le champ de la satisfaction. Donc on le voit, on est sur un marché un peu ronronnant où les décideurs ont tendance à se conforter dans leur propre choix et c'est tout à fait naturel. Mais en termes d'intensité de satisfaction, c'est tiède, je le disais, et il y a quand même matière à amélioration, c'est évident. Je précise aussi que quand on regarde au niveau de la taille d'entreprise, qui est une variable assez structurante, on est au global sur un décideur sur 10 qui déclare être peu satisfait. Dans les plus grandes structures, ils sont 2 sur 10. Donc on est à un niveau de satisfaction encore plus tiède au sein des plus grandes organisations. Quand on regarde cette satisfaction au niveau des consultants, on va voir que ce côté, cette tiédeur, elle est encore plus prononcée. Au niveau des talents, ils sont seulement 67%, je dis seulement parce que on va voir après, on a quand même des éléments de benchmark et c'est intéressant. 67% déclarent être satisfaits de leur métier et de leur activité au quotidien. Donc qui dit 67% de satisfaits dit qu'on a quand même un tiers. Un tiers, c'est pas négligeable, c'est même important de consultants qui déclarent aujourd'hui ne pas être satisfaits au quotidien de leur profession. Donc on a vraiment là, me semble-t-il, un sujet à adresser. Dans les enquêtes qu'on réalise classiquement, soit de climat interne auprès d'entreprises, soit plus généralement dans le monde du travail, quand on s'adresse à des publics comme ça, qualifiés de profil cadre, on est plutôt sur des niveaux de satisfaction qui atteignent, voire qui dépassent très régulièrement les 80%. Donc un niveau de satisfaction qui est peu élevé sur les consultants, peut-être même un certain malaise. Et quand on regarde même au niveau de la taille d'entreprise, parce qu'on l'a vu sur les entreprises, c'est une variable qui est clivante, c'est également le cas chez les consultants. Les consultants des plus petites structures, donc dans les cabinets de moins de 150 salariés, sont 27% à déclarer être pas satisfaits au quotidien. Dans les plus grosses structures, au-dessus de 5000 salariés, cette proportion monte à quasiment 40%. Donc 4 consultants sur 10 au sein des plus grosses structures qui déclarent être pas complètement satisfaits de leur métier aujourd'hui. Lionel, est-ce que vous attendiez à ces chiffres, vous qui êtes au cœur de ce marché? Est-ce que c'est le chiffre que vous aviez en tête? Alors, du côté des entreprises, la vision en fait qu'elles en ont, c'est la mission qui est réalisée par le consultant au sein des équipes. Donc, c'est un chef de projet ou un directeur technique. Il va évaluer finalement la société d'ingénierie à travers la qualité de la réalisation de la prestation. Or, nos ingénieurs français, c'est des ingénieurs qui sont très bien formés, avec des formations qui sont très denses, très riches, très variées, et qui sont reconnus partout dans le monde. Donc, à ce niveau-là, c'est un indicateur qu'on attendait. Sur la partie ingénieur, là, c'est là que les choses se corsent, parce que je crois que c'est 33%, voire 39% dans la grande entreprise. Et donc ce sentiment en fait, qu'on avait sur le marché, il semble être confirmé. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, sentiment d'interchangeabilité. La difficulté qu'ils ont à se sentir affiliés à leur société d'ingénierie, puisqu'ils sont en présence sur une mission en permanence. Et en fait, si on voulait résumer un petit peu ce malaise des talents, on pourrait dire que les talents, ils ont le sentiment que l'enjeu financier est au-dessus de tout. C'est-à-dire que d'un côté, ils contribuent à cet enjeu financier quand ils sont en mission et chargés, donc ils sont perçus positivement. Et de l'autre, quand il y a une difficulté de charge ou une intermission, ils sont un petit peu la variable d'ajustement. Et ça, c'est un peu compliqué puisque qui, à un moment donné, produit la valeur, ce sont les consultants. Et donc, ça peut générer une insatisfaction croissante et expliquer en fait ces taux de satisfaction qui sont quand même relativement bas pour des cadres. Fabrice, est-ce qu'on peut identifier les raisons de cette satisfaction un peu molle du côté des entreprises et très en dessous de la moyenne pour les consultants? Qu'est-ce qui les gêne vraiment aujourd'hui? Bien sûr, on a mis en avant, à travers ce qu'ont pu nous dire les uns et les autres, des points de tension, de friction, d'insatisfaction au sein des deux publics. Côté entreprise, il y en a un assez clairement qui apparaît. C'est la problématique de la transparence. On est dans un milieu, le disait Lionel, qui est relativement opaque, qui a assez peu évolué sur certains aspects, avec quelques acteurs dominants. Ils ont peut-être tendance à en profiter. En tout cas, du point de vue des entreprises, c'est assez clair.
on a 59% des décideurs qui déclarent que les sociétés prestataires de conseil en ingénierie avec lesquelles ils travaillent sont transparents, donc transparents sur le taux de marge, la structure de tarification, le process de sélection des consultants. Donc on est aussi là sur un niveau de satisfaction en termes de transparence qui est très peu élevé. Et quand on regarde là encore par taille d'entreprise, le niveau de transparence il est jugé encore plus faible de la part des plus gros cabinets. Là ils sont 53% parmi les décideurs des grandes entreprises seulement à déclarer que ces entreprises manquent de transparence sur ces éléments-là. Et on monte même à 80% chez les acheteurs. Les acheteurs qui, de par leur fonction, on peut penser, sont les interlocuteurs les mieux positionnés pour clairement se positionner sur ces aspects. Donc on a un vrai enjeu sur la transparence. Et d'ailleurs, ce déficit de transparence que souligne le décideur, les consultants les rejoignent d'une certaine manière, donc de façon un peu indirecte, parce qu'ils ne sont pas forcément au cœur des négociations, même s'ils sont amenés à travailler sur toutes les phases de la mission. On demandait tout simplement aux consultants, est-ce qu'ils connaissent leur taux journalier moyen et le taux de marge auquel qui sont habituellement pratiqués par l'employeur. On le voit que sur ces deux composantes, il y a la majorité qui ignore. On a 42% seulement des consultants qui déclarent connaître leur taux journalier moyen et seulement un tiers, 32%, qui déclarent connaître le taux de marge qui est pratiqué par leur entreprise. Donc on a un vrai déficit de transparence, semble-t-il, qui est souligné par les deux publics. Nous, de toute manière, c'est quelque chose que l'on voit. Le sujet de la transparence dans toutes nos études est en train de devenir un enjeu central à la fois pour les décideurs mais aussi pour les talents. Quelques exemples sur des études qu'on a pu faire récemment. D'abord du côté des décideurs, notamment en relation avec leurs prestataires. Il y a ce vrai sujet-là à la fois de transparence mais aussi plus globalement de pédagogie. Quand on travaille avec des prestataires, notamment sur des prestataires experts, sur des problématiques très tech, j'ai envie de dire, naturellement, on va s'attendre à ce que le boulot et que l'expertise et le savoir-faire sont au rendez-vous. Là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. J'ai envie de dire, c'est quasiment un basique. Par contre, on demande un peu plus de transparence sur les éléments qu'on a vus et aussi de pédagogie, expliquer pourquoi éventuellement on pratique tel ou tel coup. Du côté des talents, la transparence aussi est quelque chose qui devient un enjeu grandissant. Je pense notamment aux jeunes générations, parce qu'on a parlé tout à l'heure. On est vraiment sur un public qui de plus en plus attend de la transparence de la part de leur employeur ou de leur futur employeur. J'ai même envie de dire qu'ils attendent des preuves et de la sincérité. Aujourd'hui, ils ne vont pas s'engager dans des entreprises sans savoir précisément, la connaître de l'intérieur, ce qui se passe sous le capot avant même d'y rentrer. Donc oui, la transparence, c'est quelque chose qui me semble être assez fondamental. Lionel, vous attendiez à ces chiffres sur la transparence ? Un petit peu, puisque ça fait 20 ans que je suis sur le marché de l'ingénierie, donc j'ai compris en fait que ce système il fonctionne sur des codes qui sont un petit peu trop anciens. C'est les codes des années 90, avec une situation non pas de monopole, puisqu'il y a plusieurs acteurs, mais des très gros acteurs en fait qui trustent le marché, et il y a effectivement ce défaut de transparence. Alors que 80% de l'activité c'est des missions en assistance technique, c'est-à-dire qu'on met à disposition du personnel au sein d'entreprises ou de grands groupes. Et c'est donc ce personnel qui réalise l'intégralité de la mission. Ils n'ont pas de vision de facturation, ils n'ont pas de vision du taux de marge, et donc ça génère en fait une érosion progressive de la relation de confiance. C'est un modèle économique en fait qui quelque part finit par opposer les uns aux autres, même si au départ on est sur une bonne relation de qualité avec le consultant, les non-dits, les situations opaques génèrent une sorte de défiance qui se met en place. Et donc côté entreprise, on est sur... alors bien évidemment, comme vous le soulignez Fabrice, avec l'arrivée des générations Y et Z, ce point va être fortement renforcé, puisque c'est des générations qui cherchent de la transparence, qui cherchent du consensus, qui cherchent de la confiance. Et côté entreprise, en fait c'est la même chose, c'est une boîte noire. Donc ils se posent des questions, ils imaginent des choses, des fois qui sont même un peu incroyables, mais voilà, il y a un gros défaut actuellement de transparence. Donc on a vu les raisons du côté des entreprises. Qu'en est-il des raisons du côté des consultants ? Parce que c'est aussi important d'avoir l'autre partie de la réponse. Donc, bien sûr, vous en doutez, vu le niveau de satisfaction exprimé globalement des consultants, je rappelle seulement 2 tiers des consultants déclarent être satisfaits, ça veut dire qu'il y a mécaniquement des choses qui ne fonctionnent pas très bien. Donc on a vu pour les entreprises, il y a ce vrai enjeu de la transparence. Du côté des consultants,
parmi les différents motifs d'insatisfaction qui nous ont cités, j'en citerai trois. Trois qui sont les plus structurants. Le premier, c'est la possibilité de choisir les missions. J'ai même envie de dire l'impossibilité pour une partie d'entre eux de pouvoir les choisir. On a 59% des consultants qui ont été interrogés qui déclarent avoir une souveraineté faible, voire nulle dans le choix de leur mission. Quelque part, le choix ne leur est pas donné. Ils sont placés ici et là au gré des intérêts probablement de leur structure, mais sans que eux aient leur mot à dire. Et en contrepartie, 41% qui déclarent avoir une souveraineté forte, en sachant qu'ils sont seulement 5% à avoir une souveraineté très forte. Donc même quand ils ont le choix, on peut se dire que le choix il est quand même tout à fait relatif. Donc pourquoi insister sur cette souveraineté déclarée? Parce que quand on croise cette question avec leur satisfaction globale, c'est assez clairement la variable la plus structurante de leur satisfaction. Il y a un lien qui est extrêmement fort entre les deux informations, les deux variables. Si on isole les consultants qui déclarent avoir une souveraineté forte, ils sont 85% à déclarer être satisfaits de leur métier et de leur activité. On rejoint quelque part les références que j'évoquais tout à l'heure, 80% voire plus chez les cadres. Parmi les consultants, quand ils ont la possibilité de choisir à minima leur mission, on atteint des niveaux équivalents. En revanche, quand on isole l'autre population, c'est-à-dire qui est majoritaire, c'est-à-dire qui n'ont pas de souveraineté, en tout cas pas la possibilité de choisir, ils sont seulement 54% à déclarer être satisfaits de leur métier au quotidien. Donc c'est un écart de 30 points, c'est considérable. Deuxième aspect, la rémunération. J'ai envie de dire évidemment la rémunération, parce que nous aussi dans toutes nos enquêtes, c'est assez traditionnellement un sujet qui pêche. On est rarement complètement satisfait de sa rémunération. Tout le monde aspirait à gagner plus. Ce que l'on remarque à travers cette enquête, c'est que c'est quelque chose qui est sans doute encore plus prononcé chez ce public-là. Ce public-là qui est, on le rappelait tout à l'heure, des ingénieurs majoritairement de formation. Donc, de par leur diplôme, de par leur background et le choix des études qu'ils ont fait, ils aspirent quand même à avoir une rémunération digne de leur qualification. Ce n'est pas vraiment le cas. En tout cas, ils sont seulement 38% à déclarer être satisfaits de leur rémunération au regard de ce qu'ils pensent être pratiqué sur le marché. Donc, c'est une vision comparative. Donc, c'est relativement peu élevé. Et là encore, par rapport aux références qu'on peut avoir dans nos études, on est plutôt dans la fourchette basse auprès de ces publics de cadres. Je disais, première raison, les difficultés pour choisir les missions. Deuxième raison, la problématique de la rémunération. Il y a une troisième raison qui est ressortie et qui est un marqueur, encore une fois, de tout ce que l'on peut voir dans les enquêtes. C'est une difficulté finalement à se projeter sur le long terme au sein de leur structure. On leur demandait très concrètement, est-ce qu'ils sont satisfaits de leur possibilité d'évolution de carrière au sein du cabinet qui les emploie. Seuls 45% répondent par l'affirmative. Ils sont 45% à déclarer être satisfaits de ces possibilités-là. Donc on a aussi là quelque part un enjeu, une problématique, une difficulté à se projeter qui va nécessairement impacter leur engagement et leur satisfaction au quotidien. Trois éléments d'insatisfaction pour les consultants. On avait aussi un set de questions adressées à leur ingénieur d'affaires, qui est l'interlocuteur qui les positionne dans les entreprises et qui finalement est souvent celui qui fait le lien entre la société et l'entreprise. Donc c'est lui finalement la souveraineté qui lui appartient le plus. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a des jugements qui sont assez critiques des consultants à l'endroit de leur ingénieur d'affaires. On peut penser, ça peut-être Lionel évoquera ça juste après, que derrière les jugements qui portent sur l'ingénieur, c'est plus la structure globale qui les emploie, à qui les critiques sont adressées et aux méthodes de staffing. Mais assez concrètement, quand on voit les chiffres, ils sont 2/3 des consultants à considérer que leur ingénieur d'affaires place d'abord les consultants qui sont en intercontrat. Donc on pense d'abord à l'intérêt bien sûr collectif de la structure plutôt qu'aux intérêts individuels des consultants. On a la moitié, 51% des consultants qui considèrent que leur ingénieur d'affaires tiennent compte de leur aspiration quand ils les positionnent. Donc on parlait de choix tout à l'heure, en tout cas sans pas trop leur donner leur avis, et une proportion équivalente, 49% qui déclarent bien les connaître en tant que personne. Donc là aussi, on se dit que dans la mesure où les consultants considèrent pour une bonne partie d'entre eux que les ingénieurs d'affaires ne les connaissent pas vraiment, peut-être qu'ils vont avoir le sentiment qu'on les positionne sur des missions qui ne sont pas forcément en adéquation avec leurs valeurs, avec leurs aspirations. Et dernier point, qui n'apparaît pas forcément ici,
ils sont, et rejoignant leurs propres craintes, ils sont seulement 38% à considérer que leur ingénieur d'affaires se préoccupe d'une certaine manière de leur carrière professionnelle. Donc on peut penser que dans cette difficulté de projection qu'ont les consultants, l'ingénieur d'affaires n'est pas d'une aide très 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 forte, en tout cas d'une aide relative. Ouais, il y a beaucoup de chiffres riches d'enseignements là-dessus. Vous vivez au quotidien ces frustrations, Lionel. Comment on va aller au-delà de ces points de blocage? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au-delà de ces points de blocage? Il y a 2 critères essentiels qui me paraissent vraiment centraux. Le premier, c'est le choix des missions. Il ne faut pas oublier qu'on travaille avec des ingénieurs, ce sont des profils techniques comme je l'indiquais tout à l'heure. La nature du projet est fondamentale pour eux. Or, effectivement, on voit qu'une partie importante n'a pas accès à la souveraineté du choix des missions. Et ça signifie qu'ils sont contraints. Donc c'est un gros problème en termes de levier d'engagement pour motiver en fait les consultants. Ça c'est le premier point, le choix des missions c'est essentiel. Le deuxième point c'est la rémunération. Pour moi c'est le critère numéro 1 puisque c'est la rémunération du foyer, d'une équipe d'un ingénieur, donc c'est essentiel. Et là il faut passer à d'autres modèles afin de mieux rémunérer les consultants en CDI dans les entreprises d'ingénieurs. Parce que la question finalement qui sous-tend tout ça, c'est la question de la meilleure répartition de la valeur vers celui qui la produit. Et pour ça, il faut repenser la relation talent-ingénieuriste. C'est essentiel. Voilà, pour moi, c'est les deux points saillants. Après, il y a peut-être une petite remarque sur la partie commerciale. Donc, les chargés d'affaires, ils font le maximum. J'ai moi-même été chargé d'affaires dans un grand groupe d'ingénierie. Donc, effectivement, la perception est compliquée, mais il y a souvent une notion d'éducation en fait des populations. En France, on a éduqué les ingénieurs pour être ingénieurs, et forcément, par définition, pour s'opposer en fait à d'autres types de fonctionnement, que sont par exemple les commerciaux. C'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Et donc, il y a cette forme de défiance qui est nourrie régulièrement. Mais il y a un chiffre quand même que je relève, c'est qu'ils sont seulement 30% à penser qu'il y a une légitimité du commercial au-delà de son périmètre commercial pur, c'est-à-dire technique ou métier. C'est-à-dire qu'en gros, ils considèrent qu'on est uniquement des commerciaux et qu'on ne sert qu'à faire des propositions commerciales et de vendre parce que pour tout le reste, c'est leur sujet. Voilà, et ça, c'est quand même une défiance claire et une difficulté à reconnaître en fait, cette organisation telle qu'elle existe aujourd'hui. La confiance peut être un point supplémentaire d'insatisfaction. On a vu ces différents points de satisfaction, d'insatisfaction, mais quelles sont les attentes de part et d'autre au global par rapport à l'étude? Si vous me permettez, Guillaume, je vais juste rebondir sur quelque chose qu'évoquait Lionel tout à l'heure en introduction, parce que on présente beaucoup de chiffres, mais il faut savoir aussi que dans les enquêtes, en général, et dans celle-ci en particulier, on a aussi adressé à nos consultants et à nos décideurs ce qu'on appelle des questions ouvertes, où finalement on n'enferme pas, entre guillemets, les répondants dans des cases, mais ils ont la possibilité de s'exprimer très librement, et ils l'ont fait généreusement. On a vu, il y avait 3 points d'insatisfaction assez marqués pour les consultants, mais à travers tout ce qu'ils ont pu dire, il y a en toile de fond aussi 2 éléments qu'évoquait tout à l'heure Lionel en introduction, qui semble-t-il participent aussi d'une difficulté peut-être à être engagé au quotidien. C'est le sentiment d'interchangeabilité, vous l'évoquez, ça a été régulièrement dit, on a le sentiment finalement qu'on peut être positionné soi-même ou n'importe qui, ça ne changera pas grand-chose, et ça quand même, ça aide pas quand même à se sentir considéré, reconnu, valorisé. Deuxième aspect, c'est un manque de stabilité qui est dû à des changements réguliers. Tout ça, finalement, je disais en toile de fond, ça participe d'un déficit d'ancrage quand même. Il y a un problème d'ancrage chez ces profils-là, un déficit de sentiment d'appartenance à une structure, et assez clairement, on peut penser que ça va jouer sur leur implication et leur engagement au quotidien. Voilà pour cette petite parenthèse. Pour revenir sur les attentes clés, donc effectivement, il y a des attentes et elles sont fortes, on le verra pour les 2 publics. Qu'est-ce qu'on attend concrètement des sociétés de consulting et plus particulièrement des consultants qui les représentent. Du côté des entreprises, premier aspect, les attentes, on l'a vu, ou en tout cas on peut le voir, elles sont extrêmement nombreuses. Il y en a quand même 2 qui sortent du lot. On peut le voir. La première d'entre elles, c'est le fait de disposer au quotidien de consultants engagés dans leur mission. Donc, la notion d'engagement, on en parle beaucoup, mais en tout cas, c'est un élément central. On va voir après comment les consultants, eux, considèrent et quels sont les leviers pour qu'ils soient plus engagés. Mais en tout cas, ça répond à la problématique centrale des entreprises, c'est que j'engage un consultant, moi, au quotidien, je veux qu'il soit
qui sont engagés. C'est quelque chose qui est important pour quasiment la totalité des décideurs, 94%, c'est même très important pour la moitié. À un niveau similaire, on est en attente de consultants qui soient armés en termes de compétences. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le minimum. C'est des profils plutôt tech, plutôt experts sur des sujets qui sont pointus. Mais on est en attente aussi de soft skills. Ça aussi, on le voit, c'est de plus en plus une attente forte de la part des entreprises. Un atout qui est aussi mis en valeur par les candidats potentiellement pour se valoriser. Même pour ce public d'ingénieurs, on est vraiment en attente qu'ils aient des valeurs et des atouts en termes de savoir-être qui vont pouvoir mettre à profit pour l'entreprise qui les accueille. Autre élément très important pour les consultants, à un niveau légèrement en dessous, mais très important, il est important pour l'entreprise de pouvoir disposer de consultants rapidement après l'expression du besoin. Pour 80% des décideurs, c'est un aspect qui est important. Et dans des proportions équivalentes, c'est aussi important qu'on puisse naturellement établir avec les sociétés de conseil avec lesquelles ils travaillent une relation sur le long terme basée, encore une fois, sur la transparence et la confiance. Et le cas échéant, de disposer d'une expertise ponctuelle d'appoint si le besoin se faisait ressentir. Là, ce qui est intéressant, c'est vraiment le fait que l'implication vient avant les compétences. Qu'est-ce que vous en pensez, Lionel? Alors ça, c'est pas nouveau, ça a toujours été le cas, puisqu'on est, on est sur de l'humain. Donc quand on est sur une shortlist de talents qui vont être potentiellement positionnés sur une mission, les critères techniques sont déjà réunis. Donc le différentiel se fait sur les soft skills qui sont le comportement et le savoir-être du talent dans une entreprise. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut leur donner tous les moyens d'être dans des conditions où ils ont une motivation la plus forte, de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes être meilleurs à l'occasion des réunions techniques. Donc ça c'est un point également essentiel dans ce cadre-là. Et nos ingénieurs, alors Fabrice, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils soient beaucoup plus engagés? Alors, il faudrait beaucoup de choses. Encore une fois, les attentes sont fortes du côté des entreprises, mais les consultants eux aussi en expriment un certain nombre. Alors on parle d'attentes. Plus spécifiquement, ce qu'on leur demandait dans cette étude, c'est quels sont, selon eux, les principaux leviers de leur engagement. C'est pas anodin cette précision, parce qu'on l'a vu pour les entreprises, l'engagement c'est quand même ce qui compte le plus pour eux. C'est leur attente principale qu'ils ont à l'endroit d'un consultant, c'est qu'il soit engagé au quotidien. Pour les consultants, qu'est-ce qui concrètement ferait qu'ils se sentent davantage engagés dans leur mission? Deux raisons qui arrivent devant les autres. La première d'entre elles, c'est le fait de se sentir utile et intégré aux missions. Et d'une certaine manière de voir, de sentir que leur expertise, que leur savoir-faire est reconnu et valorisé en les intégrant assez rapidement dans la stratégie globale du projet. Donc c'est quelque chose qui est important pour quasiment la totalité, 94%, pour 6 sur 10 environ, c'est même très important. Deuxième aspect, pour des gens dont on sait qu'ils travaillent beaucoup, et c'est quelque chose, on en parlera sans doute après, qui va crescendo aujourd'hui, qui a été même amplifié par la situation que l'on connaît, c'est le fait de pouvoir maintenir ou accéder à un bon équilibre vie professionnelle, vie privée. 91% des consultants considèrent que c'est aussi un levier potentiel de leur engagement. Pour 58%, c'est même un levier qui est très important. Derrière ces éléments, à un niveau très légèrement en dessous, mais extrêmement important, le fait d'être autonome dans l'organisation de leur travail, peut penser qu'ils ont aussi choisi le métier du consulting pour cela, pour qu'ils aient quand même un certain nombre de latitudes décisionnelles. Alors pas forcément, on l'a vu dans le choix des missions en amont, mais en tout cas quand ils exercent leur activité d'entreprise au quotidien, qu'ils puissent être un minimum autonomes dans l'exécution des projets. Quatrième aspect, aussi très important, j'ai envie de dire le quatrième, le cinquième et le sixième, important pour 80%, un peu plus des consultants, le fait d'être bien accueillis et intégrés par les équipes au sein de l'entreprise, donc ce qu'on appelle le onboarding qui est fondamental. Évidemment, l'accueil va permettre de les aider à se sentir à l'aise dès le début, en sachant que c'est des missions quand même qui durent souvent plusieurs mois, voire plusieurs années. Avoir un bon salaire, on en parlait tout à l'heure, assez naturellement, c'est un levier de l'engagement pour une grande majorité. Et enfin, le choix des missions, on l'a vu tout à l'heure, un levier de l'engagement. En déclaratif, ce n'est pas le premier, mais on l'a vu tout à l'heure, quand on croise avec la satisfaction, c'est sans doute beaucoup plus important qu'ils le pensent.
Est-ce que Lionel, vous attendiez à ce que les notions de bien-être soient si haut dans les réponses? Comme je vous l'ai indiqué précédemment, il y a les générations Y et Z qui arrivent. Donc les générations Z aujourd'hui, c'est à peine 1% de la population active. Et ces populations, elles ont une spécificité, c'est qu'elles ne veulent plus travailler pour une entreprise, mais elles veulent travailler avec une entreprise. Donc elles ont effectivement, on le voit, une conscience politique plus forte qui est directement liée peut-être à la situation actuelle, donc par exemple la question écologique. Et donc en synthèse, ils recherchent des axes de projet, et les axes de projet qu'ils envisagent diffèrent très largement de ce que nous, génération X, projetions. Pour eux, le progrès, c'est pas la même chose que pour nous, en fait. Et dans ces changements de vision du progrès, il y a des gagnants. C'est l'équilibre vie privée, vie perso. C'est l'autonomie. Et on y revient, c'est le besoin de transparence. Donc, à quoi bon s'opposer au destin, puisque c'est ces générations qui décideront demain de l'organisation du marché de l'ingénierie. Essayons plutôt de les accompagner et de prendre de l'avance. Et du côté des entreprises qui accueillent les consultants, quels sont les leviers d'engagement? Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place? Alors, on posait la même question, c'est tout l'intérêt, je l'évoquais tout à l'heure, des visions miroirs. Donc on ne peut pas nécessairement, pour des raisons techniques et de réalité au quotidien, poser exactement les mêmes questions aux deux publics, mais quand on pouvait le faire, on l'a fait. Et on a demandé donc aux décideurs, de leur point de vue, ce n'était pas forcément un exercice évident, mais d'après ce qu'ils savent, d'après ce qu'ils observent sur le terrain et au sein de leur entreprise, quels sont pour eux les principaux leviers d'engagement qu'ils imaginent des consultants pour que ces derniers soient assez, en tout cas le plus engagés possible. Comme vous pouvez le voir, on a mis en parallèle, on a juxtaposé le classement des uns et des autres. Bon, qu'est-ce qui nous montre ce classement? C'est que d'une certaine manière, les décideurs ne se sont pas trop trompés. Il y a un assez bon alignement entre les leviers d'engagement évoqués par les consultants, le leur, et celui que projettent, qu'imaginent les entreprises au sujet des consultants. On a notamment au premier rang le fait de se sentir utile et intégré, je le disais tout à l'heure, première attente, premier levier d'engagement des consultants, ça a été aussi mis en numéro 1 par les entreprises. On a aussi l'autonomie, Lionel en parlait, l'onboarding, j'en parlais tout à l'heure, et la rémunération dans le top 6 pour les deux. En revanche, on a deux aspects qui sont assez clairement sous-estimés par les décideurs, qui ont été beaucoup mis largement plus bien en évidence par les consultants, moins par les entreprises. Le premier, on l'évoquait tout à l'heure, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie privée, classé en deuxième des leviers d'engagement par les consultants, seulement en 7e position par les entreprises. Donc, c'est quelque chose qui monte, les entreprises doivent en tenir compte parce que c'est vraiment quelque chose de structurel et qui monte de plus en plus, on le voit dans les aspirations des salariés. Les consultants n'échappent pas à la règle et je pense que plus globalement derrière cette notion de vouloir préserver son équilibre vie professionnelle, vie privée, parce que les frontières ne sont pas toujours poreuses et on l'a vu dans cette période que l'on a traversée, notamment dans le confinement où on a eu un peu quand même des manières de travailler, je pense au télétravail qui ont été un petit peu imposées par la force. L'équilibre, il est de plus en plus difficile à trouver. Néanmoins, c'est quelque chose qui est un sujet qui monte. Et derrière ce maintien, il y a aussi ce besoin de flexibilité, notamment chez les jeunes, de vouloir être le plus possible eux-mêmes en mesure d'organiser leur temps de travail. Donc, ce sujet-là, qui semble-t-il est sous-estimé par les employeurs. Deuxième aspect, et ça ne va peut-être pas vous surprendre, le fait de pouvoir choisir leur mission. C'est le 5e critère, 5e levier d'engagement pour les consultants. Il est positionné seulement en 9e place parmi le ranking des entreprises. Donc, c'est, on l'a vu, un élément très structurant de la satisfaction, sans doute sous-estimé par les entreprises aussi. Oui, c'est vrai que sur ce marché, c'est pas très courant de pouvoir choisir ses missions. C'est peut-être pour ça que les entreprises ont classé ça si bas par rapport aux consultants. Voilà, mais on voit un différentiel entre la perception des entreprises et le souhait en fait des consultants. On est sur, je pense, une incompréhension qui est croissante. D'ailleurs, en discutant avec les grands groupes, on s'aperçoit qu'ils ont des difficultés pour attirer les bons talents, ne serait-ce que sur des missions ou également en CDI chez eux. Et donc, c'est un enjeu majeur pour eux puisque ça commence à impacter leur budget. C'est-à-dire que le défaut de ressources ne leur permet plus d'atteindre leur budget annuel. Donc c'est important en fait à un moment donné accorder nos violons.
Et par rapport à ça, Steady peut être une solution, hein, puisque nous, on a une vocation, dans le cadre de ce nouveau modèle, de traiter les principaux pain points qu'on souligne depuis tout à l'heure avec Fabrice, à savoir, le choix des missions. C'est accessible via un site web sur lequel, en fait, on a une présentation environnée des missions. Et le talent, à partir du moment où il a téléchargé son CV ou donné quelques éléments d'information sur sa carrière, est en possibilité de faire des matchs. Donc, il va directement sur le site, il a accès aux missions qui sont timées, puisqu'il y a un délai pour y répondre, hein. Il y a un niveau d'urgence pour les clients, vous le soulignez tout à l'heure, c'est une réponse souvent sous 48 heures qu'il faut donner à nos clients. Et donc, ils peuvent faire des matchs. Et ils peuvent choisir aussi les critères de match. Ça peut être les critères de géographique habituels, les critères salariaux habituels, mais il y a les critères saillants dont on a un petit peu parlé, qui sont les nouveaux critères. Par exemple, quels sont les critères RSE d'une entreprise. Donc ça, ces éléments, en fait, ils sont cotés au sein du site, de manière à ce qu'une mission, elle ne soit pas que basée sur des éléments salariaux, techniques, mais également sur des engagements sociétaux. Et le deuxième point du modèle, c'est l'optimisation de la rémunération. Alors pourquoi on est sur une plateforme, pourquoi on est sur un site web et pourquoi on a numérisé l'organisation? Parce qu'on se prive un peu de la force commerciale qui, vous l'avez souligné, est quelquefois pas toujours la mieux adaptée à communiquer avec les ingénieurs. Et le but, en fait, c'est de générer des marges de manœuvre. Steady applique un taux clair sur les personnes en CDI, donc les consultants en CDI chez Steady, c'est un taux de 28%. Donc c'est 7 à 15% en dessous des taux habituellement constatés sur le marché. Et ça donne des marges de manœuvre financières aux talents sur leur niveau de salaire, mais également aux entreprises. Et ça, c'est un point important également, optimiser cette rémunération, mieux répartir la valeur vers celui qui la produit. Et enfin, quant à la question de l'émancipation, c'est-à-dire le sentiment d'affiliation difficile, en fait, il faut comprendre que les consultants sont en mission et donc la vision de leur entreprise, elle est assez bouchée. Il faut déplacer en fait le principe. Il faut les accompagner en tiers de confiance. Il faut être dans une logique d'émancipation progressive de ces populations qui vont arriver chez nous en CDI en premier lieu, qui vont apprendre à fonctionner dans un cadre assez classique et on va quand même leur mettre à disposition des outils de gestion, des KPIs. En fait, on va les sensibiliser sur les fonctions sur lesquelles aujourd'hui ils n'ont pas de compétences, sur la gestion, sur le commerce, de manière à pouvoir à un moment donné leur donner la main. Et ça doit se faire de manière progressive, puisque à la différence des anglo-saxons, on n'est pas câblé exactement de la même manière, mais c'est avec un tiers de confiance qu'est Steady qu'on pourra progressivement aller vers une émancipation de ces populations qui pourront donc quitter le CDI pour aller vers du CDI de portage ou du freelancing que nous proposons également. Alors, l'autre point qui était mis en exergue par Fabrice, c'était le côté vie privée, vie perso. Ça a l'air d'être assez démagogique du côté des entreprises, mais pour les consultants, c'est vraiment de plus en plus important, hein, manifestement. Oui, tout à fait. Donc, il y a une recherche de flexibilité, en particulier chez les générations Y et Z. Donc, quel est le concept chez Steady? Le concept, c'est de dire, on a un ingénieur qui travaille en IT, qui va rester chez nous en CDI pendant 5 ans, puis à un moment donné, il a d'autres souhaits. Il veut faire un tour du monde, par exemple. Il faut arriver à le communautariser. Ne pas le perdre, ne pas perdre cette ressource qui est précieuse. Et donc, en fait, on va proposer des contrats plus flexibles de freelancing, de portage, de manière à pouvoir l'accompagner en fait dans ses projets personnels, parce que la vie, c'est pas que le professionnel, vie privée, vie perso, on en parle depuis tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer d'être le tiers de confiance et d'être là, même si ils ont une volonté qui diffère du cadre dans lequel ils ont fonctionné pendant près de 5 ans. Et alors, le Covid, dans cette histoire, il y a eu un impact. Il y a eu un impact double. Il y a eu un impact sur l'augmentation des ventes sur Internet. Alors ça, c'est un point, c'est 5%. Donc nous, on ne fait pas de ventes sur Internet. Par contre, chez nous, ça a eu une conséquence à digitaliser la relation avec les grands groupes. Et ça a aussi également posé la question de la justification des rendez-vous physiques risqués et masqués. Donc la fonction commerciale prend un petit coup de plus, malheureusement, elle est impactée et donc ça tombe bien parce que chez Steady, on n'a pas recours à ces populations, si ce n'est pour négocier des véhicules contractuels, contrats cadres, référencement. Justement, on parlait du Covid, sur cette période exceptionnelle, est-ce que ça a eu un impact, une influence sur les aspirations des consultants? La réponse est oui. Inévitablement, on a traversé une période qui n'est... Voilà, il y a eu des annonces pas plus tard qu'hier de la part du président qui n'est pas encore derrière nous. Nous, on a conduit cette enquête et j'ai envie de dire que c'est une chance après le confinement. C'est-à-dire qu'il y a quand même des bouleversements dans les repères
dans les pratiques, dans les manières de travailler qui ont vu jour depuis un certain nombre de temps. Et donc nous, on a voulu voir dans quelle mesure la crise sanitaire actuelle de la Covid-19 que nous connaissons a ou pas amplifié ou révélé un certain nombre d'aspirations, d'envies que pouvaient avoir les consultants par rapport à la manière dont ils pratiquent leur profession aujourd'hui. Assez clairement, et c'est quelque chose qu'on observe d'ailleurs dans toutes les études, à savoir qu'il n'y a pas des envies, des aspirations qui seraient nées subitement du Covid et qui n'étaient pas en train de maturer ou de germer depuis un certain nombre de choses. En revanche, ça a accéléré, ça a amplifié un certain nombre de tendances préexistantes. Pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire par rapport au travail et par rapport au métier de consultant, on en parlait tout à l'heure, la qualité de vie, d'une manière générale, c'est vrai pour tous les citoyens. Il y a eu cette période de confinement à susciter un petit peu des envies d'aller voir ailleurs, de remettre un petit peu plus de qualité de vie au centre des préoccupations. C'est aussi vrai dans le monde du travail, c'est vrai chez nos consultants. On a 58% d'entre eux qui considèrent que l'épisode a donné envie d'accéder à une meilleure qualité de vie au travail, j'entends. Et on le voit sur ces 58%, on a 42% quand même qui nous disent ça a été un accélérateur. Donc c'est-à-dire que quelque part, c'était quelque chose qui existait déjà. Ça a aussi donné envie à nos consultants de faire plus attention, on le disait tout à l'heure, à leur équilibre vie professionnelle, vie privée, dans une période où les frontières ont sans doute été encore plus brouillées par rapport à ce que l'on peut connaître traditionnellement. En tout cas, ils sont très attentifs à ça et je le disais tout à l'heure, c'est de plus en plus chez ces personnes-là, mais chez les plus jeunes publics, eux qui vont essayer de trouver les leviers pour, en tout cas, ils souhaitent avoir les leviers pour de plus en plus essayer de trouver à quel moment ils consacrent leur temps de vie au travail et à leur vie personnelle. Troisième aspect et quatrième aspect aussi qui ont été moins impactants mais quand même qui ont joué, c'est le fait que cette crise sanitaire leur a donné envie de donner plus de sens à leur travail. Donc le sens c'est quand même très important aujourd'hui où il y a peut-être aussi une perte de sens pour un certain nombre de publics. On le sait que faire un travail qui nous plaît et que derrière travailler pour des organisations qui au-delà parfois de communication sur lesquelles la méfiance est de plus en plus forte, mais s'engage clairement pour le bien commun, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui compte de plus en plus. Et enfin, dernier aspect, mais qui va dans ce sens-là, c'est réfléchir à son impact sur la société. C'est quelque chose aussi qui a donné quelques aspirations supplémentaires à nos consultants. Donc, à situation exceptionnelle, impact pas forcément exceptionnel, je n'irai pas jusqu'à là, mais il y a eu assez clairement une amplification de la volonté d'aspirer à un certain nombre de choses. En premier lieu, d'avoir une meilleure qualité de vie au travail notamment. Et plus spécifiquement sur leur métier, on voit que dans d'autres secteurs d'activité, il y a des changements vraiment très importants, radicaux. Est-ce que c'est le cas pour nos consultants d'ingénierie ? Alors, c'est le cas également. On leur demandait de manière assez claire, finalement, dans l'avenir, parmi un certain nombre de positions de laquelle vous vous sentez le plus proche, donc des positions qui allaient jusqu'à une inertie totale, c'est-à-dire moi, j'aime bien ma profession de consultant en tant que salarié, je préfère continuer ainsi, jusqu'à finalement, je ne veux plus faire du tout ce métier, je veux faire autre chose, avec des positions intermédiaires qu'on proposait, mais finalement qui rassemblent très peu majoritairement, en tout cas une minorité d'opinions. Ce que l'on voit, c'est qu'on a quand même une majorité qui se dessine, mais une majorité, j'ai envie de dire relative, 48% des consultants qui déclarent que la crise de la Covid-19 n'a rien changé à leurs intentions, qui souhaitent toujours demeurer consultants salariés aujourd'hui. C'est un socle, il n'est pas énorme, mais on a quand même si on a une insatisfaction qui n'est pas énorme, des personnes qui ont choisi ce métier et qui l'aiment d'une certaine manière. Donc ils n'ont pas vocation à vouloir la changer tout de suite, même si on sait que pour certains d'entre eux, c'est peut-être un tremplin vers d'autres fonctions, mais en tout cas, un peu moins de la moitié, 48%, n'envisagent pas de faire autre chose. Mais on a quand même une proportion importante, 29% qui déclarent qu'aujourd'hui, ils ne souhaitent plus être consultants. Ils souhaitent exercer un autre métier ou peut-être exercer leur métier de consultant autrement, mais en tout cas, on a pratiquement 3 consultants sur 10 aujourd'hui qui disent ils veulent faire autre chose. C'est quand même une proportion importante. On peut se douter que dans la période actuelle, où je le disais tout à l'heure, qui a été parfois assez difficile à vivre, pas pour tous, mais pour certains, a pu amplifier un certain nombre d'opinions, un certain nombre d'attitudes, et que ce 29% est peut-être un peu supérieur à ce qu'on constaterait, mais il ne faut quand même pas le minorer, c'est quand même révélateur, je le disais, d'un certain malaise. On a vu les motifs d'insatisfaction, on a quand même
3 consultants sur 10 aujourd'hui qui disent moi, le métier tel que je le fais aujourd'hui, je ne veux pas continuer ainsi. Donc c'est quelque chose vraiment à prendre en compte, je pense. Le modèle du freelancing, Lionel, il est très répandu dans les pays anglo-saxons. C'est beaucoup moins dans les mœurs en France actuellement. Qu'est-ce qui manque pour arriver à ce modèle ? Je vous parlais de la notion de tiers de confiance. Les grands groupes, en fait, ils ne peuvent pas avoir recours massivement aux freelance, car en fait, on est dans un marché en fait, qui se structure de manière qui se massifie. C'est-à-dire qu'en gros, on réduit le nombre d'acteurs progressivement et on ne peut pas, du coup, du jour au lendemain, passer dans une relation one-to-one avec un freelance. Et la plupart, en fait, des plateformes actuellement de freelancing se sont inspirées d'un modèle anglo-saxon, ce qui peut être une erreur éventuellement par rapport au fonctionnement français, puisque ces plateformes privilégient la relation one-to-one, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme sur les réseaux sociaux, je me balade sur une plateforme et j'ai accès à des profils et je viens faire mon marché. Un grand groupe du CAC 40 ne peut pas rentrer dans cette logique-là. Il faut une véritable proposition de valeur de la part d'une société. Donc c'est la proposition de valeur de Steady, c'est d'être un interlocuteur unique, avec une capacité à identifier un best match ou à mettre en place un consultant et pourquoi pas un plateau projet, en utilisant ces populations CDI et en ayant recours également à ces populations de CDI de portage ou de freelancing. Donc pour une entreprise, il est primordial d'avoir ce tiers de confiance et d'ailleurs elle prendrait un risque à avoir recours à des freelances en direct. Il y a un vrai risque de requalification associée dans le cadre d'une procédure prud'homale potentielle. Donc il faut justement qu'il y ait ce tiers et donc voilà, on est sur une transition progressive et on espère que ça va effectivement être la voie du freelancing en France. Il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est ce fameux 29%, voire 41% dans l'industrie, ce qui est énorme, quoi, de gens qui veulent réorienter leur carrière et qui pensent à changer de voie ou de mode de fonctionnement. Qu'est-ce que ça nous apprend sur le marché de demain ? Bon. Alors, il faut effectivement prendre en compte ces chiffres, il y a une certaine gravité. Ça donne en fait juste une idée précise de l'urgence à disrupter le marché. Voilà, c'est très clair. L'enjeu, il est stratégique. En France, on est déjà sur un sous-effectif de 4%, c'est des chiffres de la convention Syntec, donc c'est un manque à gagner de 500 millions à 1 milliard. Donc c'est un marché qui est très tendu déjà. Alors imaginez si on a 30% de consultants qui font notre métier, voire 41% je crois dans l'industrie. C'est ça. Là, on n'est pas sur un problème lié au marché de l'ingénierie. On est sur un problème qui dépasse le marché de l'ingénierie et qui impacte la capacité de la France à innover. Puisque c'est de ça dont on parle. Donc ça nécessite donc une prise en compte urgente de ces informations, de ces éléments, et il faut à un moment donné mettre en place des fonctionnements qui permettent de redonner le pouvoir aux consultants dans un marché plus vertueux. On arrive à peu près à la conclusion de cette présentation et je vous remercie tous les deux pour les enseignements très riches que vous avez partagés avec nous aujourd'hui. On peut dire une chose, c'est que c'est une première, mais c'est un baromètre et l'idée c'est de reconduire cette étude régulièrement, tous les ans, pour voir les évolutions parce qu'on est sûr que dans un an, compte tenu de ce qu'on vit aujourd'hui, il y aura forcément des modifications et ce sera intéressant de les suivre. Si on reprend les principaux enseignements, les learnings de cette étude, c'est quoi ? C'est une satisfaction en demi-teinte et voir une vraie question du côté des consultants. La transparence qui est vraiment le chemin qu'il faut suivre pour aller vers les attentes des consultants et aller même vers les attentes des entreprises. C'est l'engagement qui est au cœur des attentes globales. C'est vraiment l'implication, l'engagement des consultants qui est clé. Et les leviers d'engagement, c'est lesquels ? C'est le choix des missions, la rémunération et l'autonomie avec un volet sur la qualité vie au travail qui est aussi important. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces conclusions et qu'est-ce que vous voulez dire Lionel là-dessus ? En conclusion, ouais, le marché attend de la nouveauté et c'est d'autant plus criant avec les next-gen qui arrivent. Donc nous, avec Steady, on se veut pragmatique, on se veut ancré dans le réel. C'est pour ça en fait, qu'on fera une enquête régulière pour mesurer tel un baromètre la satisfaction des consultants. Alors aujourd'hui, Steady, c'est un projet nouveau qui a été lancé il y a quelques mois. On a un positionnement qui est principalement IT, logiciel, pour ceux que ça intéresse, et également industrie. Pourquoi ? Parce que sur l'IT logiciel, ils sont beaucoup plus habitués au fonctionnement numérique. Mais en fait, l'ambition de Steady, c'est de devenir le leader d'un marché naissant, qui est le marché de l'empowering, qui est une contraction d'empowerment et engineering. Donc partout
où il sera possible de le faire, nous on a le souhait de libérer les ingénieurs et de leur donner plus d'autonomie. Mais à terme, l'enjeu c'est d'adresser toutes les fonctions de l'entreprise. Parce que même sur des fonctions RH, il y a des systèmes qui existent tels que le RPO, le Recruitment Process Outsourcing, qui permettra aux fonctions support d'accéder à ce même processus d'autonomie. Donc pour nous, c'est cette vocation d'être leader sur ce marché d'empowering. Donc là, on a reçu des questions que je reçois au fur et à mesure sur le chat. On va en prendre quelques-unes avant de conclure et de vous libérer. Peut-être pour vous, Fabrice, la première, est-ce que cette étude est représentative des tendances du marché? En quoi les ingénieurs, c'est une population spécifique? En quoi les ingénieurs, c'est une population spécifique, excusez-moi Guillaume, je pense que c'est une population qui a conscience de la qualité de son diplôme et de ses qualifications. On a fait une grande enquête, et je peux la partager parce qu'elle a été rendue publique, sur les attentes et préférences des étudiants, des jeunes diplômés, et quelles étaient leurs entreprises préférées, dans laquelle on interrogeait on va dire, les ingénieurs des plus grandes écoles françaises, mais aussi les étudiants jeunes diplômés issus des écoles de commerce et de management et des principales universités. Quand on regarde plus spécifiquement les ingénieurs, on a transversalement, de toute manière, une confiance qui s'est écroulée d'une année sur l'autre dans la capacité à trouver un emploi. Ça, c'est l'enseignement principal de l'étude, mais c'est les ingénieurs, d'une certaine manière, qui résistent le mieux. C'est les ingénieurs qui résistent le mieux, bien conscients qu'ils ont de la cote de leur diplôme. Pour rebondir sur votre question plus précisément, qu'est-ce qui va les singulariser? Il y a un élément qui m'a marqué dans cette enquête, c'est on leur demandait parmi une liste de critères quels sont ceux finalement qu'ils vont positionner en premier dans le choix qu'ils vont faire pour une entreprise dans laquelle ils aimeraient travailler. Parmi des critères, on en a parlé, des critères dont on a parlé tout à l'heure, assez fondamentaux, qui sont les conditions de travail, qui sont la rémunération, qui sont le secteur d'activité, qui sont l'image de l'entreprise, qui sont sa localisation géographique. On a un sujet qui est la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise qui monte en puissance depuis plusieurs années. Et c'est particulièrement vrai, c'est pour ça que je prends cet exemple, pour les ingénieurs. En 2017, parce que c'est également un baromètre, comme on disait, sur une liste de 20 critères, il arrive en 12e position. En 2019, il arrivait en 7e position. Cette année, il arrive en 3e position. C'est-à-dire que pour les ingénieurs, ce n'est pas ce qui compte en priorité, mais pour ce public-là, qui sont un peu les architectes du monde, qui veulent donner du sens un petit peu à ce qu'ils réalisent et ce qu'ils établissent, la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise n'est plus uniquement un vernis que l'on va mettre, c'est vraiment un critère de choix fondamental de plus en plus pour ce public. Lionel, la prochaine question, c'est probablement pour vous. Est-ce que vous avez la double casquette, chef d'entreprise d'un côté et expert du marché du consulting pour les ingénieurs? Concrètement, que fait-on en tant qu'entreprise pour que ça aille mieux? Qu'est-ce qu'on fait? On est dans une grande entreprise, on veut que ça aille mieux avec les consultants. Qu'est-ce que vous leur recommanderiez de faire pour que ça aille mieux? Ok. Donc déjà, sur les éléments que soulignait Fabrice, il y a des critères en dur qui se mettent en place. Et le critère RSE, c'est un critère qui couvre, je crois, 66% en fait, des suffrages. Ce critère, je suis persuadé qu'il y a 4 ans, il n'existait pas du tout. Et donc, il faut vraiment que les entreprises aient conscience que c'est un critère qui est essentiel à la décision de ces jeunes générations. Moi, j'ai des entretiens avec ces consultants. Et ces consultants, en fait, ils me posent les questions de la parité homme-femme. Ils posent les questions des critères RSE qui ont été choisis par l'entreprise. Donc, pour revenir sur votre question, en fait, les donneurs d'ordre, aujourd'hui, globalement, on a vu qu'ils avaient une satisfaction. Simplement, donc, eux, ils pourraient avoir une vision d'un long fleuve tranquille, sauf que ce long fleuve tranquille, il a un risque, il pourrait se tarir. Donc, il est important pour les acheteurs, les directions achats, les directions générales, d'avoir une vision de ce que sera l'ingénierie de demain et la manière de faire en sorte qu'elle soit la mieux représentée pour nos ingénieurs. Et donc, soyez ouverts, soyez open pour des nouveaux projets d'entreprise disruptifs. Ne regardez pas uniquement le volume de chiffre d'affaires généré, regardez la capacité d'innovation des sociétés d'ingénierie, parce que ça vous enrichira beaucoup plus. Voilà. Je vais prendre il y en a beaucoup, mais je vais prendre une dernière question pour rester dans le timing qu'on s'était imparti. Et ça va être pour vous également, Lionel. Est-ce que la crise va retourner le marché? Est-ce que la pénurie d'ingénieurs va vraiment durer dans le contexte actuel qu'on connaît avec potentiellement les mouvements massifs d'emploi qu'on va voir dans les semaines qui viennent? Alors, l'ingénierie, ça fonctionne un petit peu bizarrement. Ça marche très bien dans 2 cas, en période de crise.
parce qu'il y a une variabilisation des coûts qui se mettent en place versus les coûts fixes qui sont réduits, alors que les projets doivent continuer, donc il faut trouver des solutions. Donc en période de crise, il y a une croissance de l'ingénierie, et en période de croissance, il y a une croissance de l'ingénierie. Là où on souffre, en fait, c'est pendant les périodes intermédiaires, où on connaît des crises subites et violentes. Donc malheureusement, ce qu'on peut voir dans le domaine de l'aéronautique, où on a des sorties massives. Mais dès que le marché se restabilise à la baisse ou à la hausse, on est sur des niveaux de croissance à nouveau, on est sur des marchés pénuriques quand même, donc il y a une tension permanente et il y a des facteurs de croissance qui existent, quel que soit le contexte en fait économique. Je vous remercie beaucoup, messieurs, pour avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour les résultats de l'année 2 du baromètre. Bien sûr. Et je vous souhaite une très bonne journée et on vous envoie le lien de replay, donc vous pourrez revoir cette émission et la partager avec le plus grand nombre. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci. Merci. Merci.